Dans la rafale au loin, la neige à flots pressés roule sur le désert, ses tourbillons glacés. À la baie du Tson, prodigieux d'Iberville. L'ampleur de ses exploits est telle qu'il est difficile de nos jours de les croire véridiques, si ce n'était des preuves historiques irréfutables qui en témoignent. Son intelligence, sa ténacité, son audace et son indéfectible dévouement envers l'Amérique française font de Pierre Lemoine d'Iberville le premier et peut-être le plus grand héros de l'histoire du Québec. Né à Montréal, le 16 juillet 1661, troisième fils du grand Charles Lemoine, il allait connaître la gloire militaire partout en Amérique, souvent accompagné de ses frères, dont plusieurs devaient mourir au combat. Dès son plus jeune âge, d'Iberville se prépare à une carrière de marin en explorant le fleuve et en chassant dans les îles de Boucherville. À l'âge de 25 ans, il se couvre de gloire dès son premier mandat militaire. Avec ses frères Jacques et Paul, 70 voyageurs canadiens, soldats de l'armée régulière et une poignée de guides autochtones, d'Iberville mène en 1686 une époustouflante expédition destinée à chasser les Anglais de la région de la baie du Tson. Le périlleux voyage se fit en remontant le cours tumultueux de la rivière Outaouais jusqu'au lac Témiscamingue, puis, de lac en lac, au prix de portages épuisants, jusqu'à la rivière Meuse et enfin, à la baie James 85 jours plus tard. Seuls des voyageurs expérimentés, téméraires et familiers des étendues nordiques pouvaient assurer le succès d'une aussi éprouvante équipée de 1300 kilomètres. C'est cette odyssée que décrit le poème de Louis Fréchette que chante Alexandre Belliard. Les Français passent ensuite rapidement à l'assaut du fort Meuse. Pendant le combat, d'Iberville pénètre le premier dans le fort, l'épée d'une main et son pistolet de l'autre. Soudain, les portes se referment derrière lui et il se retrouve seul devant 17 Anglais. Il se bat quand même comme un lion, permettant ainsi à des compagnons de le rejoindre. Une légende est née. Cette bataille ne fut que la première d'une série d'éclatantes victoires. En quelques semaines, tout le sud de la baie du Tson s'était converti aux Français alors que d'Iberville prenait les commandes à Fort-Meuse. Malgré la pénurie de vivres, on lance aussitôt une offensive contre Fort Albany, pris le 25 juillet 1688. Quand le commerce anglais des environs est finalement démantelé, on confie à d'Iberville le commandement de 3 forts anglais rebaptisés Saint-Louis, Meuse, Saint-Jacques, Rupert et Sainte-Anne, Albany. Jouant ensuite au flibustier dans les alentours de la rivière Nelson, l'intrépide corsaire s'empare encore de 2 navires anglais avant de mettre les voiles sur Québec en octobre 1687, le navire chargé à ras-bord de fourrures et de marchandises anglaises. Il fallait étouffer les oursons au repère et d'Iberville un fort que rien ne désespère, avec 100 compagnons armés jusqu'aux dents. Un guerrier impitoyable. D'Iberville revient à Québec juste à temps pour prendre part à la campagne d'hiver de 1690 contre les colonies anglaises. L'année précédente, au pire de la guerre contre l'Angleterre et ses alliés iroquois, le gouverneur Frontenac avait constitué 3 détachements de Canadiens et d'alliés autochtones visant directement les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Pierre Lemoine et son frère Jacques agissent comme commandants en second d'un de ces détachements qui devait attaquer Corlaer. Arrivé sans coup férir par une nuit froide du mois de février, la troupe de 114 Canadiens et de 96 Autochtones passe aussitôt à l'attaque. Les assaillants entrent dans le village en poussant des cris de guerre, pillant et brûlant la quasi-totalité de l'établissement. 60 habitants perdirent la vie et 25 autres furent faits prisonniers. Avant la fin du jour, les Canadiens et leurs alliés victorieux reprirent le chemin de Montréal, rapportant 50 chevaux chargés d'un fabuleux butin. La renommée de Pierre Lemoine d'Iberville ne cessait de grandir. L'année suivante, d'Iberville est de retour à la baie du Tson à la tête d'une flottille de 3 navires de guerre à la poursuite des Anglais. Apprenant l'arrivée imminente des Français, le commandant du fort New Severn choisit de faire sauter les bâtiments et de prendre la poudre d'escampette sans offrir la moindre résistance. Frontenac ordonne ensuite à d'Iberville, dont le nom fait désormais frémir les Britanniques, de patrouiller les côtes des colonies anglaises afin d'entraver les communications entre l'Angleterre et ses colonies. Cet été-là,
Il capture pas moins de 3 navires. En 1694, d'Iberville est de retour à la baie d'Hudson avec pour mission de s'emparer de Fort York. Cette fois, au lieu d'attaquer l'ennemi de front, il imagine une étonnante stratégie consistant à dresser un blocus afin de priver l'adversaire d'un élément essentiel à sa survie, le bois de chauffage. Dès le lendemain, les occupants du fort, pourtant bien pourvus en armes et en nourriture, doivent se rendre, incapables de supporter le froid plus longtemps. L'établissement fut aussitôt renommé Fort Bourbon. Après un séjour en France en 1696, d'Iberville est nommé à la tête d'une petite flotte de frégates afin de prêter main forte à Joseph Robineau de Villebon, gouverneur de l'Acadie, aux prises avec les corsaires anglais. D'Iberville capture une frégate anglaise et en met 2 en déroute. Il passe ensuite à l'attaque du fort William Henry, à la frontière de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre. Le commandant du fort, Pasco Chubb, capitule avant même que les Français n'aient pu passer à l'attaque. D'Iberville fait alors raser le fort et expédie 92 prisonniers vers Boston. Il met ensuite le cap sur Terre-Neuve, où ses volontaires canadiens marchent sur Saint-John, qui se rend après un bref siège. Les Français incendient ensuite la ville, puis détruisent 36 établissements anglais le long de la côte, faisant 700 prisonniers au terme de la campagne la plus destructrice de la carrière de d'Iberville. Pour reprendre à l'anglais ces postes importants, il fallait prévenir les secours du printemps. L'exploit à bord du Pélican. D'Iberville doit cependant reprendre la route de la baie d'Hudson où plusieurs postes sont retombés aux mains des Britanniques. Cette nouvelle campagne sera l'occasion d'un exploit unique dans les annales militaires de la Nouvelle-France. Le 5 septembre 1697, au large du Manitoba actuel, son vaisseau, le Pélican, armé de 44 canons, se retrouve face à 3 navires anglais. Le Hampshire, 56 canons, le Daring, 36 canons et le Hudson Bay, 32 canons. Le Pélican se trouve alors isolé, ce brouillard empêchant toute communication avec le reste de l'escadre. Après plus de 3 heures de combat, contre toute attente, les Anglais sont durement battus. À l'encontre de toute la tradition maritime, le Pélican tire non pas ses boulets dans la mâture des bateaux adverses, mais sous la ligne de flottaison. C'est ainsi qu'il coule le Hampshire. Dématé, le Pélican est cependant incapable de se lancer à la poursuite du Daring en déroute, mais il prend à l'abordage le Hudson Bay et fait main basse sur sa riche cargaison. Qui plus est, les forts anglais se trouvent alors à découvert et le corsaire prend facilement Fort York à l'embouchure de la Hayes. D'Iberville venait de mener sa plus brillante campagne. Précipice ou torrent, forêt ou fondrière, rien ne peut entraver leur course aventurière. L'un des fondateurs de la Louisiane. La paix de 1697 entre la France et l'Angleterre contraint d'Iberville à jeter son regard vers d'autres horizons. Toujours habité par le désir de donner l'Amérique du Nord à la France, il plaide en faveur de l'établissement d'une colonie française à l'embouchure du Mississippi. Si la France ne se saisit pas de cette partie de l'Amérique qui est la plus belle pour avoir une colonie, la colonie anglaise qui devient très considérable s'augmentera de manière que, dans moins de 100 années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en chasser toutes les autres nations. Son plan est ambitieux. Étrangler les colonies de la Nouvelle-Angleterre entre le Canada au nord et la Louisiane au sud. Le 2 mars 1699, il réussit là où Robert Cavelier de La Salle avait échoué. Il trouve, par voie de mer, l'embouchure du Mississippi. 3 expéditions successives permettent ensuite de construire les forts Maurepas, aujourd'hui Biloxi, Mississippi et Saint-Louis, aujourd'hui Mobile en Alabama. Mais d'Iberville sait, fort de son expérience, qu'aucune forteresse ne vaut de solides alliances avec les peuples autochtones des environs. Des amitiés furent donc activement nouées et plusieurs missionnaires et coureurs des bois français sont envoyés pour vivre au milieu de leurs nouveaux alliés. D'Iberville recommande immédiatement la colonisation de la Louisiane, puis retourne en France où il est décoré de la Croix de Saint-Louis, devenant le premier Canadien à recevoir ce prestigieux honneur. En 1706, d'Iberville quitte la France pour une dernière fois.
À la tête d'une imposante flotte de 12 vaisseaux, il va semer la terreur dans les Antilles britanniques, faisant craindre le pire aux établissements anglais. Il pille et neutralise d'abord l'île de Neuvy, puis se tourne contre la Martinique où il attaque Saint-Christopher, qu'il ravage sans merci. Il gagne ensuite la Guadeloupe et assiège Charlestown. Toute l'île capitule en 2 jours et la population entière est faite prisonnière, tandis que 24 vaisseaux anglais sont capturés dans leur port avec leurs marchandises. Le conquérant fait ensuite relâche à Cuba, où il meurt subitement, dans des circonstances demeurées mystérieuses. Il avait 45 ans. Il est enterré le jour même sous l'église de San Cristobal à La Havane. Par la suite, sa dépouille est transférée au Palais des Capitaines Généraux, dans ce qui est aujourd'hui le musée de la ville de La Havane. L'envergure des conquêtes de cet homme d'armes qui est né et a grandi à Montréal se mesure à l'échelle d'un empire. De l'Amérique à la France, des eaux glaciales de l'Arctique aux flots bleus des Caraïbes. Dans la rafale au loin, la neige à flots pressés roule sur le désert, ses tourbillons glacés. L'horrible giboulée aveugle, le froid mort. La nuit s'approche aussi, la sombre nuit du Nord. Des voyageurs là-bas affrontent la bourrasque. L'ombre les enveloppe et le brouillard les masque. Ils vont toujours traçant leur immortel sillon. Au pôle s'il le faut, planter leur pavillon. Il fallait étouffer les oursons au repère et d'Iberville un fort que rien ne désespère. Avec 100 compagnons, armés jusqu'aux dents, malgré la saison rude et ses grands froids mordants, à travers des milliers d'obstacles fantastiques, avaient pris le chemin des régions arctiques pour reprendre à l'anglais ces postes importants. Il fallait prévenir les secours du printemps, sans un sentier battu, sans guide dans jalon. Ils franchirent les monts, les ravins, les vallons, précipices ou torrents, forêts ou fondrières. Rien ne peut entraver leur course aventurière. Les canots sur l'épaule et les raquettes aux pieds, ces fiers coureurs des bois, ces chasseurs, ces troupiers, semblaient dans le brouillard de ce ciel nébuleux les fantômes errants d'un monde fabuleux. Puis le verglas fangeux que le printemps fait fondre change en marais glacés, la route qui s'effondre. Nul ne recule un jour dans un torrent qui gronde. d'Iberville lui-même est englouti sous l'onde. Il s'échappe mais 2 braves sont noyés. Plus tard quand le héros rentra dans ses foyers, il avait arraché 3 forts à l'Angleterre, conquis toute une zone, et sur mer et sur terre.